Hello les amis, aujourd'hui je vous propose de creuser un sujet fascinant, la puissance des communautés. Comment un groupe de personnes peut relever tous les défis? En fait, un groupe de salariés, un groupe de citoyens, un groupe de sportifs, même une famille peut tout changer. Et en fait, il faut comprendre comment un groupe de personnes peut se transformer en communauté engagée pour comprendre comment est-ce qu'on peut construire un futur plus cool. J'ai creusé ce sujet avec, une personne, passionnante qui s'appelle Hugo Paul. Il a coécrit, ce plongeon avec moi. En fait, à seulement 25 ans, il a déjà plongé 1 an en immersion dans 11 communautés et il en a ressorti des enseignements super riches qu'il raconte dans sa newsletter Refaire Tribu et dans son livre, Refaire Tribu. Il fait des conférences partout, en France. C'est un gars que je trouve incroyable. N'hésitez pas à le suivre, Hugo Paul. Avant de démarrer, je voulais vous parler de mon partenaire Goodvest, sans qui je ne pourrais pas produire ce podcast. Et je t'en parle parce que c'est chez eux que j'ai choisi d'ouvrir mon assurance vie et mon PER. En fait, quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact de mon épargne et que j'ai voulu passer à l'action, j'avais vraiment peur de me tromper. Il y a tellement de greenwashing, de labels durables qui n'en sont pas. Donc voilà, Goodvest, c'est l'un des 2 seuls acteurs à proposer des placements réellement responsables, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Reclaim Finance. Ils y arrivent avec une méthode super claire, transparente, alignée avec l'accord de Paris. Ils excluent les énergies fossiles, par exemple. Personnellement, j'ai tout fait en ligne, mais si tu as besoin, tu peux te faire accompagner d'un conseiller ou d'une conseillère super sympa. Donc allez les amis, si vous voulez aligner vos convictions et votre épargne, rendez-vous sur goodvest.fr. On va commencer par quelques chiffres directement, comme d'habitude. Déjà, 1,5 million, c'est le nombre de volontaires qui ont été mobilisés pendant l'élection de Barack Obama en 2007. C'est une communauté hyper engagée qui a joué un énorme rôle dans l'élection. Deuxième chiffre, l'écart de suicide constaté entre les membres de la communauté Amish et la population générale américaine dans les années 80, 50%. Le soutien collectif, ça crée une résilience énorme face aux épreuves dans une communauté. Troisième chiffre, hyper intéressant, le taux de réussite au bac pendant 3 ans au lycée Delacroix à Drancy, dans un quartier réputé très très difficile, 100%. La méthode, elle a été très claire, créer une communauté soudée de parents et de profs pour la réussite des élèves. On va revenir dessus, c'est vraiment passionnant. Déjà, une définition, qu'est-ce que c'est une communauté? Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui est uni par un lien social. Ça peut être des intérêts, ça peut être des habitudes, ça peut être des opinions, ça peut être des caractères communs, mais c'est un lien social. Alors sur le papier, ça peut paraître très très large, hein. Une famille, un club de sport, une entreprise, un quartier. Mais comment on fait? Comment on fait pour qu'une communauté passe d'un simple groupe de gens à une communauté engagée surpuissante qui dépasse tous ses objectifs? C'est ce qu'on peut tous se demander en fait quand on fait partie d'une communauté. Comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce que justement à Drancy, 2 classes de terminale peuvent être 2 communautés? Il y en a une qui atteint 100 de réussite au bac et l'autre non. Pareil pour les boîtes. Comment est-ce qu'on retrouve des salariés ultra soudés qui survivent à toutes les crises dans une entreprise et puis dans une autre entreprise en parallèle, eh ben, ça s'effondre à la première toute petite crise? Pourquoi? C'est ce qu'on va creuser, dans cette newsletter. C'est vraiment un sujet, hyper intéressant. Alors déjà, quelques dates. 5e siècle, les penseurs grecs se retrouvent, beaucoup en fait déjà dans des communautés. Par exemple, la communauté de l'Académie de Platon pour repenser la philo, la démocratie, les maths. Il y a des règles très strictes en fait, des valeurs qui sont, créées dès le départ. Par exemple, la recherche de la vérité ou encore le détachement des biens matériels. Et c'est cette émulation collective qui a généré des idées incroyables déjà au 5e siècle. 1950, tu as les réunions tupperware qui rassemblent des milliers de femmes et qui deviennent des véritables espaces de socialisation pour beaucoup de femmes au foyer isolé. Toujours dans le sujet historique des communautés, dans les années 60, tu as une anecdote qui est vraiment passionnante. La Corée veut réduire son taux de natalité. Ils comprennent que les habitants acceptent le mode de contraception si leur entourage l'utilise. Sinon, ils ne l'acceptent pas. Donc chaque village adopte en fait une méthode contraceptive spécifique. On se retrouve avec des villages pilules, des villages vasectomie.
Et en fait, c'est pas la communication qui a permis le changement sociétal, du coup, c'est vraiment la gestion de communautés individualisées partout dans le pays. Allez, peut-être un dernier exemple de date. En 2024, l'entreprise Duralex, qui est sauvée de la liquidation judiciaire par ses salariés, transformée en coopérative. En 30 ans, la société elle a vécu 4 périodes de redressement judiciaire ou de liquidation au tribunal. La question, est-ce qu'une communauté de salariés va réussir là où un modèle plus vertical a échoué? C'est intéressant, ça va permettre de creuser le sujet des communautés. Alors les communautés qui réussissent à fédérer leurs membres peuvent relever de grands défis, mais quelle est leur recette miracle? C'est le sujet qu'on va creuser aujourd'hui avec les ingrédients des communautés les plus engagées. Il y a un truc que je trouve vraiment incroyable, c'est de comprendre les liens forts et les liens faibles. C'est Mark Granovetter qui a écrit ça pour la première fois. Quand on comprend comment ça marche, franchement, tout s'allume dans notre cerveau. Les liens forts, c'est les liens entre les membres d'une communauté qui sont fréquents, qui sont intenses. Pour créer des liens forts, il faut passer beaucoup de temps ensemble. Ceux qui entretiennent des liens forts se connaissent très bien, se font confiance, se soutiennent. C'est le lien qu'on entretient avec nos meilleurs amis ou notre famille, par exemple. Les liens faibles ce sont des relations entre personnes qui se connaissent de loin, mais leurs contacts sont brefs, sont occasionnels. C'est ce qui se passe quand tu suis des gens sur LinkedIn ou que tu lis avec un plaisir dingue les newsletters du plongeoir ou que tu les écoutes, par exemple. Dans une communauté, les deux sont fondamentaux. Les 20 moines de l'abbaye de Lérins, par exemple, créent des liens forts indescriptibles entre eux. Ils vivront à vie dans l'abbaye. Leur vocation commune renforce leurs liens. Mais pour autant, ils ont besoin de liens faibles pour pas tomber dans le communautarisme. Ils continuent à s'enrichir du contexte extérieur. Donc ils ouvrent l'abbaye aux visites, ils accueillent des invités, ils y vendent leurs produits. Et ces liens faibles connectent des gens de réseaux sociaux totalement différents, donc ils ont une énorme valeur d'ouverture pour rompre le communautarisme. En fait, pour générer un changement, il faut les deux. Les liens faibles servent à sensibiliser à grande échelle. Jean-Marc Jancovici, par exemple, est suivi par 1 million de personnes sur LinkedIn. C'est du lien faible ultra puissant. Et les liens forts permettent de transformer l'essai. Si tes meilleurs amis ralentissent les voyages en avion, tu as beaucoup plus de chances de ralentir aussi que si tu suis quelqu'un sur LinkedIn, même comme Jancovici, par exemple. Alors, la recette d'une communauté engagée, elle peut être décrite en 10 points que Hugo, en fait, raconte très très bien dans son livre. 10 ingrédients. Le premier, c'est qu'il faut une vision et une mission commune très forte. Pour nous rassembler, on a besoin d'une vision commune. Il faut jamais la perdre de vue. Pour un WhatsApp familial, c'est peut-être la volonté de garder la famille soudée, qui se soutient. Pour le plongeoir, c'est la volonté de construire un futur plus cool. Mais avoir une vision, c'est pas suffisant. Il faut définir évidemment comment y parvenir. C'est la mission de la communauté. La vision, c'est la direction. Et d'une certaine manière, la mission, c'est le chemin. Sans vision, pas de raison de se rassembler. Et sans mission, pas de moyen d'avancer. Je laisse Hugo te partager une anecdote sur ce sujet. Les moines que j'ai rencontrés sont guidés par une vision commune, se relier à Dieu pour cultiver un monde fraternel et solidaire. Pour y parvenir, ils auraient pu choisir de multiples stratégies, créer une asso, devenir prêtre, etc. Pour autant, ils ont décidé de se rassembler dans un monastère afin d'incarner un idéal chrétien et inspirer la société. C'est la mission qu'ils se sont donnée, c'est même pour eux une vocation. Alors, deuxième point, c'est incarner sa vision. Pour que la vision se réalise, il faut l'incarner. Elle ne peut pas rester une phrase sur un mur. Tout doit être pensé pour incarner les valeurs de la communauté. Le processus d'intégration, les moyens de communication, les lieux de rassemblement. En lancement d'Amazon, par exemple, tous les bureaux étaient composés d'une vieille porte posée sur des tréteaux pour montrer que chaque centime compte. Chez Patagonia, la culture Let My People Go Surfing permettait à chacun d'aller surfer dès que les conditions étaient bonnes pour incarner la culture de l'autonomie. La culture, elle est vivante. Il faut vraiment l'incarner. Elle ne peut pas rester affichée dans un coin et être uniquement théorique. Et il ne faut pas non plus avoir peur de la faire évoluer. Hugo a une anecdote intéressante sur ce sujet pour incarner la vision. Vipassana est une des plus anciennes techniques de méditation. Sa transmission repose sur une communauté à laquelle on accède uniquement après avoir fait une retraite de 10 jours. Leur vision du monde est présente dans chaque recoin de la communauté.
Par exemple, j'ai dû m'engager à respecter un code de discipline très précis. Régime végétalien, silence, interdiction de tuer n'importe quel être vivant, même le moustique qui vous embête la nuit. Et là, j'ai compris qu'une culture ne se transmettait pas avec des mots, mais uniquement avec des actes. Alors le troisième point, c'est écouter ses membres. Il faut être à leur écoute, il faut apprendre à les connaître, il faut créer de la confiance, il faut créer de la complicité. Un des leviers les plus puissants à ce sujet, c'est le community organizing. C'est ce qu'a utilisé Obama en 2007 pour booster 1,5 million de volontaires, faut le faire quand même. Et après coup, ils ont du coup posé ce qui avait fonctionné, et c'est 4 points qu'on peut reprendre. Le premier, c'est empowerment, donc c'est fournir les outils, les connaissances pour prendre les décisions de manière autonome. Le deuxième point, c'est le leadership. Il faut former et responsabiliser des leaders au sein de la communauté. Le troisième point, c'est le base building. C'est renforcer les fondations en créant des liens forts avec un max de membres à la base. Et le dernier point, c'est inclusivity. Parler à tous, prendre soin de diversifier les voix. Le quatrième ingrédient pour construire une communauté engagée, c'est définir ses frontières. Il faut définir clairement qui peut être membre de la communauté et qui peut pas l'être. Tu peux pas inclure tout le monde. Ton enjeu, c'est d'attirer les bonnes personnes en posant les barrières à l'entrée dès le départ. Une communauté peut pas convenir à tout le monde en fait. Chacun doit trouver celle qui lui correspond. Bon, c'est sûr que pour la famille, tu dois faire avec, mais pour les autres communautés, c'est hyper important. Hugo a vraiment un point hyper intéressant à partager sur ce sujet à l'abbaye de Lérins. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est chez les moines. Les moines de Lérins, aujourd'hui, ils sont 20 et chez les moines, on va pas se mentir, aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle commence à rapidement augmenter et ils ont du mal à accueillir des nouvelles personnes. Pourtant, de nombreuses fois, ils ont refusé des jeunes postulants puisqu'ils se sont aperçus que ce n'était pas vraiment leur vocation d'être moine. C'est pour ça que chez les moines, il y a 5 ans, c'est un processus de 5 ans pour arriver à être moine. On passe par différentes étapes pour veiller à ce que la communauté accueille bien le nouvel arrivant, mais aussi que le nouvel arrivant puisse voir en lui si c'est bien cette communauté qui lui convient. Et donc je trouve ça assez inspirant et je me demande si demain, des entreprises, des associations, des mouvements faisaient ce processus-là, veillaient à ce que le membre puisse être sûr que la communauté lui convienne avant d'y rentrer. Je me demande ce que ça pourrait donner et je pense que là, on arriverait à avoir des communautés qui aient vraiment de l'impact puisqu'elles pourraient servir à la fois les individus, mais aussi une vision collective à travers des membres qui soient réellement engagés puisque c'est leur vocation d'être engagés avec ces personnes pour cette mission. Alors le cinquième ingrédient d'une communauté engagée sur 10, c'est soigner l'accueil. Le premier contact d'une personne avec la communauté doit être hyper soigné. Créer un espace inspirant, transmettre les infos importantes, donner confiance, c'est hyper important. Idéalement, il faut le faire en personne, il faut le faire à la main. Je laisse Hugo raconter son exemple à Briançon. Situé à Briançon, à la frontière entre l'Italie et la France, l'association du Refuge solidaire s'occupe chaque année de l'accueil d'urgence pour des personnes en situation d'exil. Et ce qui fait la différence dans ce refuge, c'est que ses portes sont toujours ouvertes. Qu'importe l'heure, qu'importe le jour, il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. Pas un post-it qui vous indique un lit ou un processus d'entrée, un onboarding, comme on dirait dans les startups, mais bel et bien une personne en chair et en os. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Le sixième ingrédient, c'est alimenter la flamme de l'engagement. En fait, il faut demander à tes membres de s'investir pour faire partie de la communauté. Plus ils s'investiront, plus ils seront impliqués. Si tu payes une communauté, tu es plus impliqué. Si tu as dû entrer via une forte sélection, tu es plus impliqué. Si tu dois participer à tous les matchs et à tous les entraînements pour faire partie d'un club de sport, tu es plus impliqué. Parfois, un simple engagement oral peut être puissant. Regarde à quel point les médecins prennent au sérieux le serment d'Hippocrate. Pourtant, c'est juste quelques mots récités à la fin de leurs études. Mais s'ils ne le respectent pas, ils trahissent leurs paroles face à la communauté de médecins. Donc c'est très important. Le septième ingrédient important, c'est de proposer un voyage en plusieurs étapes.
Qu'est-ce que ça veut dire? Animer une communauté, c'est vivre une véritable aventure collective. Tu veux rêver grand, mais il faut commencer petit. Il faut prendre le temps de former un noyau restreint en fait au départ de personnes et le consolider en développant des relations authentiques avec elles. Et ce noyau, ça sera la base sur laquelle va reposer ta communauté et c'est une première étape très importante. Ensuite, tu pourras prendre le temps de faire grandir chaque membre progressivement sans lui donner des objectifs trop ambitieux trop tôt. Il faut vraiment qu'elle se renforce avant de pouvoir grandir, sinon c'est comme un château de cartes qui peut s'effondrer. Le 8e ingrédient d'une communauté engagée, c'est de cultiver toutes les échelles de sa communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque communauté n'est formée que de sous-communautés en fait. Une cousinade, par exemple, c'est formé de plusieurs familles. Une entreprise, c'est formé de plusieurs équipes. Animer une communauté, c'est cultiver toutes ces échelles, une par une, du groupe complet jusqu'à l'individu. Il faut aider chaque membre à trouver sa place et donner des responsabilités pour que la communauté soit autonome. Mais attention, il y a un point important, le pouvoir ne s'abandonne pas, il se transmet. C'est comme dans le management. Chaque personne a besoin d'outils, de légitimité. Tu ne peux pas tout lâcher d'un seul coup, mais par contre, il est important quand même de lâcher prise. Il faut transmettre. Le 9e ingrédient, avant-dernier sur 10, c'est de raviver les feux de camp. C'est hyper intéressant. Une communauté a besoin de se rassembler régulièrement. Prends l'exemple d'une famille. Il faut par exemple un repas de Noël au coin du feu. Ou si c'est une entreprise, il faut un week-end annuel à la campagne. C'est important de se rassembler, c'est important de raviver la flamme de la communauté. C'est pour ça que le mot de feu de camp pour le rassemblement, il est hyper fort. Pour se soutenir quand ça serait nécessaire, il faut se connaître en profondeur. Ça se fait pas en 15 minutes avec un petit ça va toi. Il faut prendre le temps de lâcher prise, il faut prendre le temps de se comprendre, il faut prendre le temps de connaître quelles sont nos problématiques du moment. Et ça se limite pas à la machine à café. C'est pour ça qu'avec le plongeoir, on développe par exemple le plongeoir live avec ces événements, parce qu'en fait, il faut prendre le temps en communauté avec des plus petits groupes de se connaître en profondeur pour que les choses puissent vraiment être transformatives après. Ces temps de rencontre, en fait, c'est le ciment de la communauté. Plus les liens entre les membres seront solides et authentiques, plus elle sera résiliente à l'adversité ensuite. C'est pour ça, quand on revient à une entreprise, qu'elle est capable de survivre à des crises importantes quand sa culture est forte. C'est pour ça qu'une famille est capable de survivre à des crises aussi, parce qu'elle a renforcé ses liens forts. Je te laisse, Hugo, donner une anecdote hyper intéressante sur le quotidien des Samis. Au sein de mon exploration, j'ai aussi eu la chance de partager le quotidien des Samis. Les Samis, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. Ils sont entre 70 000 et 100 000 Samis à vivre au nord de la Norvège, Suède et Finlande depuis plus de 12 000 ans. Cette culture, elle se repose traditionnellement sur l'élevage de rennes et j'ai eu la chance justement de vivre plusieurs semaines dans une famille d'éleveurs. Et c'est là où j'ai compris toute l'importance des lieux de rassemblement pour transmettre une culture. Ça a toujours été une sorte d'obsession pour moi. Comment on fait pour transmettre une culture de génération en génération? Eh bien, peut-être que la chose la plus forte que j'ai rencontrée au travers de mes explorations, c'est peut-être l'outil le plus simple, le feu de camp. Là-bas, chez les Samis, tous les soirs, on se rassemblait autour d'un feu. Et là, il se passait des choses magiques. On se racontait des histoires, on tissait du lien entre les générations. Ça, c'est ce que nomment les Samis l'art Bédiétou. L'art Bédiétou, en français, on pourrait un peu expliquer ça comme l'apprentissage informel. Eh bien, cet apprentissage informel, pour qu'il ait lieu, il faut qu'il y ait des espaces de convivialité. Et pour les Samis, c'est le feu de camp. Et je me demande à chaque fois, quels sont les feux de camp de nos différentes communautés afin de pouvoir se rassembler pour apprendre ensemble. Alors le 10e ingrédient, le dernier, c'est documenter. Plus ta communauté grandit, plus les échanges entre les membres s'intensifient. C'est génial, ça veut dire que la mayonnaise prend, on appelle ça le flux d'infos, mais il faut pouvoir conserver ce qui est important parmi ces échanges. Chacun doit pouvoir accéder aux infos dont il a besoin, au beau stock d'infos au bon moment. Il ne faut pas trop d'infos, sinon l'overdose va générer un désengagement complet des membres. En fait, l'enjeu des communautés, c'est que les 20% les plus actifs ne coulent pas les 80% de la communauté avec leur flot d'infos. Et du coup, tu aurais 80% de la communauté qui partirait parce que ça serait trop d'infos. C'est très intéressant à gérer ce flux d'infos. Par exemple, une famille échange en permanence des photos sur WhatsApp,
mais les plus importantes peuvent être sélectionnées sur un livre Familéo pour les personnes qui suivent pas trop WhatsApp et qui veulent quand même avoir en permanence les informations. On pourrait y retrouver le plus important. Voilà. Une entreprise peut permettre à tous ses salariés d'échanger en temps réel sur Slack ou sur Teams, donc sur des messageries. Par contre, les infos clés sur les objectifs du trimestre doivent être visibles d'un battement de cils sur un doc à part. Donc c'est important voilà, d'être capable de gérer les différents flux d'infos pour que les informations les plus importantes ne soient pas noyées par un flux d'infos permanent. Alors avant de passer aux défis, parce que les défis des communautés sont hyper intéressants pour devenir acteur des communautés, je vais laisser la parole à Clara, qui est la créatrice de la newsletter Ensemble, qui est cofondatrice d'une communauté géniale qui s'appelle Switch Collective, avec 15 000 salariés en transition pro, nous parler de la puissance des collectifs selon elle. Bonjour tout le monde. Guillaume, tu m'as demandé de partager, mon expérience de la communauté, avec, Switch Collective. Moi, ce que j'ai observé chez Switch, pendant 7 ans, là, on a accompagné à peu près, 12 000 personnes, c'est que quand on rassemble des gens et même, des inconnus, hein, autour d'un problème commun, le collectif, la communauté donne des super pouvoirs. Moi, il y en a 4 qui m'ont particulièrement, marquée. Déjà, c'est à quel point le collectif, donne de l'énergie, soutient, inspire et notamment dans les périodes de transition. Alors nous, en l'occurrence, c'était transition professionnelle. Quand on se sent, impuissant, moi j'ai vu plein de participants au programme, Switch qui étaient découragés au départ et qui, in fine, parce qu'ils sont avec les autres, parce qu'ils sont avec la communauté, se mettent en mouvement. Il y en a certains qui ont créé un collectif sur le futur de l'éducation, d'autres qui se sont mis ensemble pour créer une école, d'autres qui se sont engagés collectivement dans des associations. Et tout simplement, pas mal d'autres, encore qui me disent souvent qu'ils continuent à se voir plusieurs années après, et à s'encourager dans leurs projets pro et perso respectifs. Après le 2e élément, moi, qui m'a marqué, c'est, à quel point le collectif, la communauté, ça rend universel ce qui, au départ, semble, individuel. Je crois que ça permet de prendre conscience, parfois du caractère systémique, des choses qu'on traverse et où on a l'impression, voilà, d'être un peu tout seul dans notre truc. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, rebondir après, un burn-out et prendre conscience, au milieu des autres que, d'une certaine manière, ils avaient fait qu'exprimer individuellement, de manière, certes, du coup, un peu violente, hein, quelque chose qui traversait toute la société et qui nous concernait tous, collectivement. Et de prendre conscience de ça, souvent, c'est très, décomplexant et ça soulage. La 3e chose qui m'a marquée, c'est à quel point le collectif et la communauté ouvrent des nouveaux horizons. Bah, quand en tout cas on n'est pas dans l'entre-soi, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées dans son cercle, habituel, et dont on a bien besoin quand on est dans une transition et qu'on a besoin de se mettre en mouvement. Moi, je compte plus les gens qui, après Switch, me disaient, voilà: «J'aurais jamais imaginé me lancer, dans un métier, créatif ou me lancer dans l'entrepreneuriat ou quitter, ce job, très, prestigieux, ou revoir mon mode de vie comme ci ou comme ça», si j'avais pas, en fait, rencontré très concrètement des gens qui l'avaient fait, avant moi, ou des gens qui avaient envie de le faire, en même temps que moi. Ça, voilà, ça ouvre des possibles. Et le dernier élément qui m'a particulièrement touchée, dans ce que j'ai observé du pouvoir de la communauté, c'est, tout simplement que ça rend plus heureux. En fait, quand on se met dans une démarche avec d'autres, de à la fois, recevoir, que ce soit de l'écoute, des mots, des idées, des contacts et surtout d'en donner. Je crois que cette, générosité-là, c'est ce qui tous, nous permet de nous sentir, mieux dans nos basques et tout simplement, plus heureux. En tout cas, moi, c'est voilà, dans Switch Collective, ce que d'une certaine manière, je dis souvent ce que je retiens, c'est pas le switch in fine, c'est vraiment le collectif. Si tant est encore une fois qu'on reste pas dans l'entre-soi et ça, c'est ce qui m'a amenée, à mon projet suivant qui s'appelle, Ensemble, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une prochaine fois. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et merci à toi, Guillaume. À bientôt. Alors maintenant, on va passer au défi des communautés. En fait, peu importe qui tu es, tu as forcément un rôle à jouer dans des communautés qui t'entourent.
Ça peut être manager une équipe, parce que tu es manager. Ça peut être parce que tu veux être membre d'une asso, ou parce que tu fais partie d'un club sportif. Peut-être même que tu veux ressouder ta famille. Plus globalement, les défis actuels, que ce soit sociaux, écologiques, technologiques, nous poussent tous à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut transformer notre société et comment est-ce que les communautés peuvent nous aider à faire ça? Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les communautés pour transformer le monde? On pourrait penser qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour changer, mais la réalité, c'est bien plus complexe. Notre cerveau, ce vieil ami un peu paresseux, résiste aux nouvelles habitudes comme un chat récalcitrant à l'idée de prendre un bain. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle habitude lui demande de dépenser une énergie qu'il préfère conserver pour des tâches qu'il connaît bien. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Pourtant, évidemment, on a besoin de changement et on a encore plus besoin de changement aujourd'hui. Alors, les communautés nous offrent 4 leviers puissants pour dépasser cette résistance au changement, 4 leviers qui sont fascinants. Le premier levier, c'est le partage des ressources. En fait, pour générer un changement, il faut souvent de nouvelles connaissances, il faut de nouvelles compétences. Les membres d'une communauté partagent ensemble pour que tout le monde grandisse. Quelques exemples, les compagnons du devoir. C'est la communauté de ceux qu'on appelle souvent les meilleurs ouvriers de France. Chaque compagnon doit réaliser un tour de France en fait pour apprendre les compétences et les expériences des autres compagnons. Teachers for the Planet, autre super exemple, met en lien des professeurs qui développent des projets environnementaux dans leurs écoles pour transformer écologiquement le secteur de l'éducation. Hyper intéressant. Alors ils peuvent s'entraider, ils peuvent partager des outils et ils peuvent s'inspirer collectivement sur une plateforme. Donc le partage de connaissances dans les communautés, c'est fondamental, le partage de ressources. Le deuxième levier pour gérer du changement avec les communautés, c'est le soutien psychologique. Quand ça devient compliqué et qu'il faut relever les plus gros challenges, rien ne vaut un mot d'encouragement. C'est important de savoir que d'autres ont traversé les mêmes difficultés que toi, qu'ils sont là pour écouter, qu'ils sont là pour nous aider à relever la tête. C'est encore un énorme pouvoir des communautés. Et parfois, c'est même la mission numéro 1 de la communauté. On pense au groupe de soutien pour les personnes atteintes de cancer, par exemple. Chaque participant peut livrer ses peurs, ses espoirs, ses frustrations, et ce soutien est une clé pour faire face aux traitements médicaux. Dans d'autres communautés, ce soutien n'est pas écrit dans la mission, comme les groupes de soutien cancer, mais c'est un paramètre fondamental. Par exemple, une boîte dont les salariés sont soudés peut se sortir de toutes les difficultés. C'est le cas de Duralex, dont on a beaucoup entendu parler, qui a été repris par ses salariés, par exemple. Troisième levier, pour générer du changement grâce aux communautés, le fameux sentiment d'appartenance. On aspire tous à appartenir à quelque chose de plus grand que nous, et on est prêt à se dépasser pour montrer qu'on peut être à la hauteur. Alors, j'ai une petite anecdote ici. J'ai un ami qui a fait partie d'une communauté de 14 sportifs qui ont gravi le Kilimandjaro, donc 5895 mètres, en portant la joëlette de Gauthier, qui a un handicap, il est malmarchant. En fait, ils portaient tous en eux la volonté de mettre en avant le sport paralympique. Ils voulaient permettre à Gauthier de décoller en haut du Kilimandjaro en parapente. C'était magnifique comme projet. Et sur les derniers kilomètres, en fait, Gauthier a vu la difficulté du groupe à avancer. Ils n'arrivaient plus à avancer, ils étaient bloqués, c'était très très difficile. Alors il est descendu de sa joëlette, alors qu'il arrive très peu à marcher. Il a tout donné pour marcher. Il a même rampé sur le Kilimandjaro pour réussir à arriver en haut tous ensemble. Alors imaginez le sentiment d'appartenance du groupe dans ces conditions. Qui peut abandonner dans ces conditions? C'est magnifique. Donc voilà, ce sentiment d'appartenance des communautés est très très puissant. Le levier numéro 4 pour générer du changement par les communautés, c'est le bonheur. Ça paraît bête, hein, mais à partir du moment où on est plus heureux dans des communautés engagées, pourquoi ça ne serait pas le plus gros levier pour créer du changement? Le bonheur devrait être le truc le plus recherché au monde. En 1938, t'as Harvard qui a initié une étude sans précédent sur le bonheur. Ils ont suivi 700 adolescents sur près de 80 ans et leur objectif c'était de comprendre ce qui influence réellement notre bien-être. Et le verdict rendu en 2015 est super clair, ce sont les relations sociales qui déterminent le bonheur. Ceux qui cultivent des liens étroits avec leur entourage sont non seulement plus heureux, mais en meilleure santé. Et Robert Waldinger, qui a initié tout ça, l'explique brillamment dans un TED que tu peux retrouver. Alors, le dernier point, le dernier défi sur les communautés, et pas des moindres, c'est qu'il faut dépasser le communautarisme. En fait, le plus gros danger des communautés, c'est le communautarisme. Beaucoup d'ailleurs peuvent faire l'amalgame entre les deux.
En fait, la société aujourd'hui est de plus en plus fragmentée. On vit chacun dans notre petite bulle. Nos réseaux sociaux nous racontent ce qu'on a envie d'entendre. Nos amis pensent comme nous. C'est le combat d'ailleurs de Clara Deletraz dans sa super newsletter Ensemble. Donc il faut résoudre ce défi du communautarisme. En fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement créer des liens entre les communautés. Il ne faut pas rester enfermé dans sa propre communauté. Il faut à la fois faire vivre sa communauté et créer des ponts entre des différentes communautés. Pour ça, en fait, il faut tout simplement se rattacher à un socle qui nous rassemble. Les moments de cohésion comme les JO, par exemple, les JO, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques étaient tellement importants. En fait, ça crée des moments de partage géniaux entre toutes les communautés du pays. Donc il faut vivre des aventures aussi un peu transcommunautés comme ça, qui permettent de montrer qu'on a tous quelque chose en commun. Donc il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut multiplier ces moments, comment on peut multiplier ces ponts entre les communautés pour éviter justement le communautarisme. Voilà, c'est terminé pour cette première newsletter sur les communautés. Il y en aura une deuxième. On remercie énormément Hugo Paul et sa newsletter Refaire Tribu, son livre Refaire Tribu, ses conférences Refaire Tribu. Hugo, c'est devenu déjà à 25 ans un expert des communautés et on le remercie énormément pour son travail. Merci beaucoup Hugo.